Vous écoutez Un long chemin, Naya, un pays en ruine et une vie à reconstruire. Seconde partie. Le dernier mois, quand j'étais en Syrie, je devais tourner à gauche, à droite, vérifier derrière moi quand je marche dans la rue. Il n'y avait pas d'électricité. 3 heures du matin, je reçois des menaces sur le téléphone portable. Le 18 avril 2016, je suis sortie définitivement de la Syrie. Même si j'ai appris la culture française dans l'école, quand je suis arrivée, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas imaginées. Il y avait plusieurs choses très difficiles. Je réfléchis beaucoup. Où est ma place? En Syrie ou en France? Plusieurs comptes sur les Facebook m'ont envoyé des messages de menaces, qui a partagé des informations très personnelles avec moi, qui concernent mes sœurs. Je ne savais pas c'est qui a fait ça. C'était vraiment très compliqué de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est qui a partagé, que mes parents ne sont pas là. Il y avait des choses, comme j'ai expliqué, très secrètes dans la famille, mais j'ai trouvé que quelqu'un partage ces informations avec moi. Il m'a menacé. Il a dit que tes parents contre les régimes, tes sœurs partagent le drapeau français sur le compte de Facebook. Plusieurs insultes aussi. Finalement, après 3 mois des menaces, je connais c'est qui cette personne. C'était un professeur à l'université. Il voulait me marier, mais il connaît bien que mes parents n'acceptent pas ça parce qu'il est presque de l'âge de papa. Il y a 3 ans entre papa et lui. Ses enfants étaient à l'université aussi. Il voulait que j'accepte de lui marier, mais de façon secrète, sous deux conditions. Que je laisse le doctorat, parce que la femme ne doit pas continuer ses études, et je dois couper toutes mes relations avec mes parents, parce qu'ils sont de mauvaises familles. Ils décident d'aller pour mourir dans la mer et ils acceptent de me laisser sous la guerre. Et finalement aussi, il y avait des problèmes dans l'université, parce que cette personne, ce professeur, était un responsable. C'est-à-dire, il n'était pas juste un professeur. Il avait un poste administratif très important. Et selon ses relations dans l'université, il y avait plusieurs menaces au travail aussi. Au début, ils ont décidé, j'étais au congé, parce que mes parents étaient dans le chemin et je ne savais pas qu'est-ce qui se passe avec eux. J'étais très stressée et j'avais presque 14 jours des congés payants. Pour ça, je préfère rester à domicile pour être calme. Pendant mes congés, ils ont changé mon poste sans prendre mon opinion. Quand je rentre au travail, je me trouve dans un poste très différent. J'ai cherché dans les dossiers que je dois gérer et j'ai trouvé qu'il manque des dossiers. J'ai préparé une attestation pour déclarer qu'il y avait des dossiers qui n'existent pas pour ne pas prendre la responsabilité. Dans une fois, je me souviens, ils ont fermé les toilettes par clé quand j'étais à l'intérieur. Je devais frapper plusieurs fois pour ouvrir la porte. Il entend tout mes conversations téléphoniques et j'ai toujours des mots très gênants concernant mon groupe religieux. Tu es sunna, tu es voilé, tu es comme les personnes contre le régime, parce qu'ils toujours pensent que les personnes alaouites ou chiites qui sont avec le régime et les sunna contre le régime. Et le différent entre les femmes sunna et alaouites, c'est le voile, parce que les femmes alaouites ne sont pas voilées en Syrie. Et finalement, la plupart des personnes qui étaient employées, c'était d'alaouites qui étaient employées avant la guerre. Avec tout ça, je devais quitter mon travail, arrêter mes ressources pour rester en sécurité. Avant que mes parents sortent de la Syrie, ils ont déposé une demande pour arriver visiter ma sœur. Elle était enceinte et l'ambassade au Liban a refusé la demande. Moi, je n'ai pas déposé une demande avec toute la famille. Après que mes parents sont arrivés en France, l'ambassade a appelé ma sœur qui a déposé un recours
pour informer que, bonne nouvelle, il y a un visa pour toute la famille. Vos parents peuvent utiliser le visa pour voyager en France. Il a dit, mais c'est trop tard parce qu'ils ont subi dans le chemin. Ils sont passés presque un mois dans le chemin. Ils sont arrivés à pied de la Syrie en France à pied. Ils sont voyagés au Liban, après à la Turquie. Ils prennent le bateau plastique dans le mer pour déplacer en Grèce. Après, ils ont déplacé la frontière de plusieurs pays. C'est-à-dire, ils n'ont jamais pris l'avion pour arriver en France. Ils traversent les frontières de façon pas officielle, on peut dire, de façon irrégulière. Le problème, qu'ils ont perdu tous les passeports et les cartes d'identité à la Grèce. Pour ça, c'est ma sœur en France qui a réservé l'hôtel. Et parfois, elle devait payer beaucoup plus cher parce que les personnes qui profitent des chambres n'ont pas des papiers officiels. Et dès qu'il prend la chambre à l'hôtel, il appelle ma sœur pour dire que ça va, on est maintenant en Croatie ou en Hongrie ou dans quel pays. Et c'est ma sœur qui m'appelle en Syrie pour dire que ça va, ils vont bien et ça ira. Papa m'a donné d'argent avant de partir. C'est pour louer un logement. Et la personne qui m'a donné les clés, c'était proche de la famille. C'est-à-dire, il y a un lien de connaissance, un petit peu loin, mais il était vraiment très respectueux. Il m'a dit, OK, je propose un logement proche de ton travail. Et concernant le loyer, on parle après. Je suis restée 9 mois, il n'a jamais accepté de prendre le loyer. J'ai proposé de payer même les factures d'électricité. Il m'a dit, mais de toute façon, on paye l'électricité, soit tu es dans le logement ou pas. Il m'a dit qu'il garde ce logement parce que son fils étudie à l'Allemagne et il veut ouvrir ce logement comme cabinet médical après. Il m'a dit, ça ne nous empêche pas. Au contraire, c'est plus sécurisé pour nous que quelqu'un reste dans le logement. C'était vraiment une personne très, très gentille, très respectueuse. Il était âgé, presque 75 ans, il avait presque 75 ans. Il reste toujours en contact avec moi. Si j'ai besoin de quelque chose, s'il y a de problèmes. Son épouse aussi m'a appelé plusieurs fois pour proposer des choses pour m'inviter. Il était vraiment comme une autre famille. Et jusqu'à maintenant, je fais la prière pour cette personne parce que il était vraiment à côté de moi pendant l'absence de mes parents. Je n'ai jamais demandé des choses des autres, mais avec cette personne, je n'étais pas obligée de demander parce qu'il a proposé la sécurité sans que je demande. Il m'a considérée comme une fille, vraiment. Après que mes parents sont arrivés en France, l'ambassade m'a appelé ma sœur pour proposer les visas. Il a dit, mais non, mais ils sont déjà ici. C'est en novembre 2015. Il a dit, mais il reste une sœur qui est toute seule en Syrie. Ils ont cherché dans le dossier, mais ils n'ont pas trouvé une demande de me concernant. Parce que depuis la première fois, quand mes parents ont déposé la demande, je n'ai pas accepté de déposer une demande pour voyager en France. Il dit, c'est pas grave, elle peut venir la semaine prochaine à l'ambassade pour faire un entretien, sans que je dépose une demande. Ma soeur m'a transféré le message, elle a demandé une photo de mon passeport. Et finalement, j'ai reçu une convocation pour voyager au Liban et faire l'entretien avec le responsable de l'ambassade pour un visa. Et il y avait presque 10 jours, j'ai quitté mon travail à la fin de novembre. J'ai fait l'entretien en 10 décembre. C'est-à-dire 10 jours, je n'ai pas pensé que l'ambassade va ouvrir la porte sans que je demande, mais j'ai pensé que chaque porte qui est fermée, on trouve une autre porte qui ouvre. La vie, c'est toujours comme ça. J'ai voyagé au Liban avec beaucoup d'attention. Je n'ai pas déclaré, je n'ai pas partagé cette information, même avec les proches, pour ma sécurité, pour les frontières, surtout parce que j'ai préparé les papiers et j'avais peur à la frontière de découvrir qu'il y avait des papiers pour voyager en France. Toujours, ils pensent que la personne qui voulait voyager en Europe, il est contre le régime. Il voulait sortir pour faire d'activités contre le régime. Pour ça, ils ont fait l'attention concernant les personnes qui voulaient faire ça, surtout parce que l'Europe en général n'a pas accepté de donner des visas pour les autres.
C'est-à-dire, peut-être cette personne, il a d'activités contre nous, pour ça, il a réussi d'obtenir le visa. Et pour cette raison-là, beaucoup de monde ont décédé dans la mer parce que le visa était très difficile ou impossible, on peut dire. J'ai fait l'entretien à l'ambassade et ils ont proposé que j'attends presque 3 mois pour avoir la réponse. Comment je peux rester au Liban? Je ne connais personne là-bas. Pour ça, j'ai demandé si c'est possible de rentrer en Syrie. Il m'a dit oui, c'est possible. Je suis rentrée à Damas. Je suis restée jusqu'à la date de 2 mars 2016. J'ai fait l'entretien le 10 décembre 2015 jusqu'à la date de 24 février. J'ai reçu un appel d'un numéro libanais et quand j'ai répondu, c'était l'ambassade. Il m'a dit le visa est prêt, tu dois réserver le billet d'avion et arriver chez nous. J'ai demandé un rendez-vous le 11 mars. Mon anniversaire était le 8 mars, je voulais passer mon anniversaire avec mes amis. C'était le dernier anniversaire en Syrie en 2016. Et j'ai voyagé le 10 mars pour chercher le visa. Et le 18 avril 2016, je suis sortie définitivement de la Syrie. Partager mes affaires, nettoyer le logement, c'était le moment le plus difficile pour moi. Parce que je suis une personne très attachée avec mes affaires ou mes choses personnelles. Depuis mon enfance, je n'aime pas que les autres touchent mes choses. J'étais obligée de jeter aux poubelles beaucoup de choses très, très proches de moi. Moi, n'est pas le valeur financière des choses qui me touchent. C'est les souvenirs. Même pour les vêtements, les chemises, toujours il y a des souvenirs. Je devais partager mes vêtements, jeter des papiers officiels qui me concernent. C'était vraiment très, très difficile. Finalement, j'ai gardé presque 45 kilos des choses. Même pour la thèse de master, je n'ai pas de copie du thèse du master. Je devais laisser tout là-bas parce que il pèse beaucoup pour ça. Je devais éviter de porter lourd. Je connais bien que si j'arrive en France et tous mes parents habitent là, c'est définitivement. Il n'y a pas de retour en Syrie. Surtout avec le menace. Parce que quand j'ai raconté à mes parents ce qui s'est passé avec moi après la sortie de mes parents, ben, il m'a dit c'est bien que tu pouvais sortir de la Syrie avec tout le menace que j'ai subi, le professeur qui voulait un mariage obligatoire, les problèmes au travail, l'insécurité, le problème de papa aussi, parce que plusieurs personnes m'ont envoyé pour demander des dossiers. Et toujours, j'ai fait l'attention pour ne pas, pour que personne ne trouve pas ces dossiers. Avant de partir, j'ai visité mon oncle et on a brûlé tous les papiers ensemble. On a déposé une boîte, il a brûlé des bois dedans et on a déchiré tous les papiers pour brûler. Je ne pouvais pas sortir avant de voir d'effectuer cette étape. Pour ça, papa était aussi menacé pour les dossiers. Et il avait toujours peur que quelqu'un me trouve pour demander. Et chaque personne qui m'a appelé, j'ai dit, je ne sais pas, ils sont où. Peut-être il a voyagé avec les dossiers. Je n'ai rien à donner. Le dernier mois, quand j'étais en Syrie, je devais tourner à gauche, à droite, vérifier derrière moi quand je marche dans la rue. C'était vraiment très compliqué. Il n'y avait pas d'électricité. 3 heures du matin, je reçois des menaces sur le téléphone portable. Toujours insécurité. Personne m'envoie. Aujourd'hui, tu étais dans il nomme la rue. Où est-ce que j'ai marché? À quelle heure? Qu'est-ce que j'ai porté comme vêtements? Toujours, je me sens qu'il y a personne qui me suit dans la rue. C'était vraiment très compliqué. J'étais suffisamment forte pour vivre tout ça, pour rester solide, parce que toujours dans ma tête, que papa m'a donné la confiance, je dois justifier que je mérite cette confiance. Et j'ai réussi finalement de sortir. Je ne sais pas comment. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas imaginer que l'ambassade m'a donné un visa sans demande. C'est juste pour que je puisse sortir. Finalement, je suis arrivée le 19 avril en France, à l'aéroport Charles de Gaulle.
Après, on est déplacé à Orléans chez ma sœur. Toute la famille était chez ma sœur à Orléans. Elle avait 4 enfants. Maintenant, ils sont 5. Mais en 2016, elle avait 4 enfants. On était 11 personnes dans la maison. Le salon et 1, 2, 3 chambres. C'était compliqué, surtout pour moi, parce que pendant 1 an, j'étais toute seule dans un T3. Finalement, je me trouve avec 11 personnes, avec 10 personnes au T3. C'était vraiment difficile. C'était une durée très délicate pour moi. L'inconnu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'attend ici. Les dernières 10 ans en Syrie, je n'ai jamais parlé le français. Tout est compliqué pour moi. Les personnes qui parlent le français, je me sens que je comprends, mais c'est difficile de prendre l'initiative pour essayer de parler. Même en Syrie, j'étais dans une institution qui est construite par la France. Il avait une méthode avancée, mais on peut dire au niveau scolaire. C'est-à-dire, ils n'ont pas profité beaucoup aux conversations. Ils donnent bien le grammaire, mais pour la conversation, je n'ai jamais essayé d'échanger avec les autres en français. C'était vraiment très difficile. Après, Lofi m'a appelé ma sœur pour proposer un CADA pour toute la famille sauf moi. Mais pourquoi? Parce que tu es arrivé 9 mois après. Ton dossier est différent du dossier de tes parents. Tu es arrivé de façon régulière, tes parents de façon irrégulière. Petit point ici sur les sigles. CADA pour Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, SPADA ou PADA pour Structure de premier accueil pour demandeurs d'asile, OFI pour Office français de l'intégration et de l'immigration. On n'oublie pas que mes parents aussi, ils avaient l'empreinte dans un autre pays. Et au début, quand ils ont déposé une demande de réfugié, il était rejeté par la préfecture de Toulouse. Et finalement, ils ont cassé l'empreinte et ils décident de renouveler la demande à Orléans. C'est-à-dire, quand je suis arrivée 9 mois après l'arrivée de mes parents, on a commencé les démarches ensemble. Et on a fait l'entretien de l'OFPRA dans le même jour aussi. J'ai pris un rendez-vous chez la PADA. Le nom était PADA à Orléans. C'est ma sœur qui m'a accompagnée pour le rendez-vous. J'ai réservé un rendez-vous chez l'OFI d'Orléans et j'étais à Orléans. Ce n'était pas compliqué de déplacer avec elle. Elle m'a aidé beaucoup dans cette période-là pour déplacer, pour faire l'interprétariat. Et elle m'a aidé dans les démarches. Finalement, j'ai déposé la demande. Il m'a donné un dossier pour préparer et envoyer à l'OFPRA pour étudier ma demande d'asile, s'ils vont accepter ou pas selon mon histoire. J'ai préparé le dossier et dans cette période-là, c'est l'OFI. On a appelé mes parents pour proposer un CADA à Tours. Pour ça, ils devaient me quitter à Orléans chez ma sœur et voyager à Tours. Et c'était un problème vraiment pour moi parce que j'ai quitté mes études, le doctorat à la Syrie pour rester avec mes parents et finalement, je me trouve seule aussi, une fois aussi, et tous mes parents dans une autre ville. Ma sœur a travaillé, c'est-à-dire je devais rester toute seule à domicile, rien à faire. C'était vraiment compliqué pour moi. J'ai reçu le rendez-vous pour l'OFPRA. J'ai voyagé d'Orléans. Mes parents ont voyagé de Tours. J'ai croisé papa dans la rue à Paris. C'était bizarre de voir papa à Paris sans rendez-vous. Il m'a expliqué qu'il a passé l'entretien le matin avec maman et il reste l'entretien de moi et ma sœur. Je suis entrée à l'entretien. Dès que je suis entrée, il y avait d'interprète, je pense qu'il était tunisien, et la personne qui pose la question. Directement, il a pris mon passeport que j'ai envoyé par la poste. Il m'a dit, tu es entré et sorti plusieurs fois de la Syrie, avant et après le visa. Tu n'es pas arrivé avec tes parents. Si tu ne justifies pas qu'il y a de menaces contre toi, on va rejeter la demande. Parce que ton histoire est différente de tes parents. Tu n'es pas sorti avec toute la famille. Tu étais en sécurité pendant 9 mois. Tu es sorti de façon régulière. C'est-à-dire, peut-être il n'y a pas une vraie menace contre toi. Je devais oublier tout ce que j'ai noté parce qu'il y avait un avocat, l'ami de la famille de ma sœur, qui a écrit la même histoire pour tout le monde. Pour ça, je devais oublier tout ce que j'ai noté et j'ai expliqué vraiment pourquoi je suis sortie. J'ai expliqué la menace que j'ai reçue sur le Facebook. J'ai imprimé avant le rendez-vous tous les messages
avec les dates, que la date est avant la date de l'entretien avec l'ambassade. C'était depuis septembre. Moi, j'ai passé l'entretien en décembre. Il a posé la question pourquoi je n'ai pas traduit en français chez un traducteur assermenté. Parce qu'il était en arabe familial, c'est-à-dire au dialecte. Je n'ai pas trouvé un traducteur qui accepte de traduire le dialecte, mais l'interprète qui était pendant l'entretien qui a fait ça. J'ai déposé la demande de licenciement que j'ai déposée. C'est aussi la date avant la date de rendez-vous. Pour une personne qui est toute seule, sans ressources, pourquoi il dépose une demande pour quitter le travail? S'il n'était pas obligé ou il est sous le menace. Et c'est juste, j'ai justifié ça selon les messages et la demande de quitter mon travail. Ils ont accepté de me donner le statut de réfugié 10 ans. Ils pensent qu'il y a, même s'il n'y a pas de menace par le régime, mais il y a une personne qui est responsable dans le pays qui fait de menaces contre moi. Surtout parce que les menaces que j'ai reçues, c'était une menace politique aussi. Il y avait plusieurs phrases de menaces politiques et d'insultes dans les messages qui a justifié le risque. J'ai passé l'entretien le 10 août 2016 et j'ai reçu la réponse le 10 octobre, pendant 2 mois. Le 9 octobre, j'ai reçu un appel de l'OFI pour proposer le même CADA, où est-ce que mes parents sont hébergés. Le lendemain, j'ai reçu la réponse de l'OFRA, c'est-à-dire pour un jour, j'avais la possibilité de rester avec mes parents. Je ne suis pas restée longtemps au CADA parce que directement l'assistante sociale a déposé tous les papiers pour un logement social, pour faire l'inscription à la CAF, pour le Pôle emploi aussi. Pour ça, mes démarches étaient très rapides. Une semaine après, le CADA a reçu 5 familles syriennes qui arrivent en même temps. Et j'ai commencé de faire l'interprétariat de façon bénévolat avec ces familles. J'ai trouvé ça une bonne occasion pour récupérer tous les vocabulaires, pour reprendre la langue française. J'avais pas mal de vocabulaire, mais j'avais besoin de pratiquer la langue pour récupérer la confiance en soi quand je parle le français avec les autres. J'ai commencé avec le livret d'accueil pour vérifier les mots, les phrases, pour bien comprendre. Après, j'ai proposé de faire l'interprétariat bénévolat. J'ai réussi de faire ça. Et parce que les assistantes sociales au CADA répètent les démarches avec chaque famille, ça attire mon attention parce que mes études dans le domaine juridique, j'aime bien les lois, les démarches. Ils répètent plusieurs fois. J'ai pris comment faire les choses. J'aimais bien découvrir comment réaliser les démarches, comment faire. Parfois, s'il y a un problème dans le dossier, j'ai préféré de ne pas poser les questions aux assistants sociaux. Je cherche dans les lois, je réserve tout de suite un rendez-vous chez la CAF pour échanger avec la fonctionnaire là-bas. Et petit à petit, j'ai réussi à pratiquer bien la langue et à gérer mes dossiers toute seule, même les dossiers de mes parents, jusqu'à maintenant. J'ai une mémoire, on peut dire très bien. Je garde tous les mots de passe, l'identifiant pour toutes les familles ou plusieurs services, même le numéro de passeport, la carte vitale, le numéro des impôts. Pour ça, je peux effectuer tous les démarches de façon rapide, sans que je cherche les papiers. J'ai besoin juste un écran, un clavier, Internet et tout va bien. Après que j'ai déménagé à Jouer-les-Tours, je pouvais trouver une vie stable, finalement. Je pouvais respirer. J'ai dit, finalement, je suis en France. Le jour de la signature du contrat, c'était le jour le plus important dans ma vie. Le contrat de Dubaï. C'était le plus important parce que j'ai commencé que ma vie commence maintenant, à partir de la signature du contrat. Je suis indépendante dans mon logement. Je préfère de ne pas rester avec mes parents dans le même logement, pour plusieurs raisons. Au début, parce que j'ai essayé de vivre toute seule. J'ai réussi d'être indépendante, de gérer toute ma vie toute seule. Pour ça, pourquoi pas? Je peux faire ça en France aussi, comme la Syrie. La deuxième chose, l'idée de la vieillesse chez mes parents.
Quand je suis arrivée en France, je ne connais pas ces personnes. Il était totalement différent. Pour des personnes qui déplacent de la Syrie en France pendant un mois, il était très fatigué, très mince, très changé. Même la personnalité était changée. Je ne pouvais pas imaginer que dans un jour, peut-être 20 ans, 30 ans, je ne sais pas combien de temps, je vais perdre ces personnes. Pour ça, je préfère rester loin, à côté de mes parents, mais pas avec. C'est-à-dire, c'est difficile dans un jour de rester toute seule et de perdre quelqu'un. Je préfère rester toute seule, mais dans la même ville. Après ça, je décide de chercher un travail, mais un travail payant, c'est pas bénévolat. J'ai commencé avec les agences d'intérim parce que j'ai postulé beaucoup selon mes certificats de droit, mais je n'ai pas trouvé un emploi. Toujours la réponse, les lois en Syrie sont différentes des lois françaises. C'est difficile de trouver un emploi. Même quand j'ai postulé selon le diplôme qui est de l'Université Paris 2, c'était un diplôme en 2005, c'est-à-dire il y a 11 ans entre le délivrance de certificats et la recherche d'emploi, et je n'ai pas pratiqué le droit des affaires, même en Syrie. C'était vraiment difficile. Même si je trouve un emploi, je n'avais pas la capacité de gérer tout ce qu'il faut de meilleure façon. Pour ça, je devais être flexible et chercher dans un autre domaine. Qu'est-ce que je peux faire? L'interprétariat, l'enseignement de la langue arabe, la langue française, on peut commencer avec ça. J'ai déposé mon CV chez une agence d'intérim et j'ai commencé avec l'interprétariat. Ce n'était pas grand-chose, mais pas mal en même temps pour commencer. Et j'ai commencé à chercher des postes, un professeur d'arabe pour les francophones sur le site de Pôle emploi, sur Google, sur Indeed. Et j'ai envoyé mon CV à gauche, à droite. Je cherche toujours une adresse mail pour envoyer, même s'il n'y a pas d'offre d'emploi, j'envoie mon CV quand même. Finalement, j'ai reçu une offre d'emploi par un centre linguistique de Tours qui propose un poste pour enseigner la langue arabe pour des francophones. J'ai signé le contrat et j'ai commencé cette expérience avec un groupe des stagiaires. Et c'était vraiment très intéressant pour moi d'enseigner la langue arabe en français. C'était vraiment difficile, intéressant. Les stagiaires avaient entre 19 ans et 76 ans. Des âges variés, des niveaux variés, des cultures différentes aussi. C'était important pour moi. J'ai signé pendant 2 ans avec le centre. Après, j'ai trouvé ça n'est pas suffisant pour améliorer mes ressources. Pour ça, je réfléchis de faire une formation de secrétariat. Finalement, j'ai inscrit dans la formation de secrétariat à l'AFPP pour découvrir ce métier. L'AFPP est un centre de formation qui propose notamment des cours de français. C'était une bonne occasion pour rencontrer des personnes de plusieurs nationalités, africaines, ivoiriennes, mexicaines aussi, des personnes françaises. J'ai découvert que je ne suis pas la seule personne qui a des difficultés en France. Pas juste concernant la langue ou concernant les démarches, concernant l'intégration, on peut dire. On ne peut pas oublier que la France, c'est un nouvel pays pour nous avec des cultures différentes. Même si j'ai appris la culture française dans l'école, mais quand je suis arrivée, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas imaginées. J'ai pensé dès qu'on arrive, on va habiter aux Champs-Élysées, on trouve toute l'université qui est ouverte pour nous, la vie en rose, on peut dire. Mais non, ce n'était pas comme ça. Il y avait plusieurs choses très difficiles. Même en France, il y avait plusieurs personnes qui étaient racistes contre moi. Dans une fois, j'ai fait un stage dans une classe, je ne veux pas nommer en quel endroit, mais il y avait une personne de l'équipe sociale qui travaille dans cet endroit qui ne me préfère pas. Dans un jour, elle m'a demandé dans son bureau,
Il m'a montré Damas sous le bombardement et il m'a dit pourquoi tu fais la place chez nous pour devenir une assistante sociale dans un jour comme moi. Je suis là, ça fait presque 30 ans, qui est arrivée en France depuis 2 mois, 5 mois. Tu imagines que tu peux prendre une place comme moi. Tu as d'expérience, mais dans ton pays, c'est pas chez nous. Tu as des licences dans ton pays, c'est pas chez nous. Tu vois ton pays, tu vois Damas sous le bombardement. Tu dois être réel, tu es en France. J'ai trouvé ça bizarre. Le lendemain, j'ai échangé avec l'assistant social qui est responsable de mon stage. Il m'a dit, je n'ai pas imaginé que tu es forte pour continuer le stage avec tout ce qu'elle a dit hier. Mais pour une personne qui a vécu la guerre, qui était sous le bombardement aussi, une personne jette plusieurs phrases, c'est son opinion personnelle. Je respecte. C'est son opinion, mais c'est pas nécessaire qu'il est correct. Chaque personne est libre avec ses idées, ses opinions. Mais il ne peut pas m'obliger de croire à ses opinions. C'était très facile pour moi, je traverse tout ça facilement. Je n'ai pas pensé aussi si ça me touche ou pas. C'est normal. Plusieurs fois, oui, j'ai vécu des choses comme ça, mais ce n'était pas très. C'est un exemple, seulement un exemple. Mais il y avait pas mal de. C'est un petit peu des situations qui étaient comme ça avec les autres, mais en général, la plupart des personnes en France, soit les voisins, l'équipe du travail, même en stage, étaient vraiment très, très gentils avec moi, très respectueux. Toujours, il y avait de nostalgie. Surtout avec les mauvaises nouvelles toujours sur le Facebook, sur Google concernant Damas, les bombardements du palais de justice. Mes collègues étaient au palais de justice quand il était bombardé en 2017. C'était vraiment très compliqué. Toujours, il y avait d'inquiétudes concernant les personnes qui restent là-bas. Toute ma famille était ici en France, mais mes souvenirs, mes amis, mes désirs restent là-bas. L'avenir que j'ai rêvé toujours reste là-bas. Mais j'étais une personne réelle, c'est-à-dire je suis là, je dois accepter. J'ai effectué la formation de secrétariat et j'ai cherché un stage. J'ai trouvé un stage chez l'ESFADA à l'accueil et je suis restée presque un mois comme stagiaire là-bas pour que je puisse obtenir aussi le certificat de la formation. En 2019, j'ai déposé la demande de la nationalité française en février 2019. Finalement, j'ai déposé la demande et le 22 juillet 2019, j'ai signé le contrat CDI avec mon travail actuel. Ça fait presque 6 ans et presque 6 ans, je suis dans le même travail en temps partiel. J'ai accepté le temps partiel pour que je puisse continuer dans le domaine de l'interprétariat. C'était très important pour moi de rester dans ce domaine. Il m'intéresse beaucoup de déplacer, de travailler chaque fois dans une place différente, rencontrer des nouvelles personnes, nouvelles histoires, soit des équipes sociales, soit des personnes qui ont besoin d'aide. Une fois à l'hôpital, une fois au centre social, une fois avec des démarches chez un avocat pour un recours concernant quelqu'un. Découvrir les cultures de plusieurs pays parce que je pratique plusieurs dialectes. Pour ça, ça me donne l'occasion pour découvrir la culture soudanaise, égyptienne, irakien aussi, tchadien. J'ai fait l'interprétariat pour plusieurs cultures. Au travail, il y avait d'autres propositions pour faire l'accueil aussi, au temps plein, mais je préfère rester au temps partiel et continuer avec l'interprétariat. Après le Covid, j'ai passé l'entretien à la préfecture pour la nationalité française et heureusement, j'ai réussi. Je suis française maintenant. J'ai double nationalité. Toujours, je dis, je suis française d'origine syrienne. Je ne peux pas oublier. Et j'aime les deux pays. Je ne peux pas dire je préfère la Syrie aux France, au contraire, non. C'est vraiment la même chose, la France et la Syrie. Après que j'ai obtenu la nationalité française, j'ai décidé de visiter mon pays d'origine. Sachant que la guerre n'a pas terminé, mais
Je voulais vraiment visiter mon pays, surtout parce que j'ai une sœur qui a déposé une demande pour retourner dans le pays. Elle était fiancée, mais il n'y avait pas de mariage officiel. C'était un mariage religieux. Pour ça, elle n'a pas réussi de demander son mari pour venir en France. Elle a décidé de retourner en Syrie. Et il y avait presque 3 ans, je n'ai pas vu ma sœur. C'est la petite sœur. Pour ça, j'ai décidé de visiter le pays. Mes parents n'ont pas accepté au début. Ils m'ont dit, tu es libre, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ça fait d'inquiétude chez nous si tu traverses les frontières, surtout parce qu'il n'y avait pas de vol direct à Damas. Je devais aller au Liban et traverser les frontières par taxi. J'ai pris cette décision et j'ai visité mon pays pour la première fois en 2021. C'était vraiment très compliqué de voir mon pays après 6 ans. Je n'ai pas imaginé dans un jour que je peux retourner en Syrie. Sans volontaire, j'ai commencé à pleurer dans la rue. J'ai marché, je ne sais pas où est-ce que je dois aller, mais je me sens que je suis étrangère dans ce pays. Ce n'est pas le pays où est-ce que je suis née, j'ai vécu avec mes parents. C'est totalement différent. Même les personnages des personnes là-bas, tout est changé. Tout le monde était très fatigué. C'est la guerre. La situation financière chez tout le monde était compliquée. Tout est trop cher. On peut ajouter un zéro pour le prix de, 2 zéros pour le prix de chaque chose là-bas. Tout le monde est fatigué. Je ne connais personne de mes proches là-bas. Toute la famille sont sorties, chaque personne dans un pays différent. Un oncle en Égypte, l'autre en Allemagne, l'autre aux Pays-Bas, une tante à l'Arabie Saoudite, une tante en Allemagne aussi. Il reste un seul oncle qui est resté là-bas et tout était différent. Je me sens que je suis étrangère dans cette place. Comment je peux rester dans une place comme ça et toute seule, mes parents toujours là-bas? Je réfléchis beaucoup. Où est ma place? En Syrie ou en France? C'était une question très difficile. Finalement, je trouve la stabilisation, l'emploi, le logement, les parents, les amis, l'avenir en France. Pour ça, j'ai passé mes vacances et je décide de retourner à mon travail, à ma vie stable qui est là. Et je ne pouvais pas prendre la décision du visite du pays simplement comme ça. Mais la personne qui m'a menacée est décédée 2 semaines avant que je visite le pays. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages pour m'informer qu'il est décédé. Il y a une personne qui m'a dit c'est à cause du vaccin du Covid. C'est-à-dire l'AstraZeneca en Syrie, il n'était pas convenable pour les personnes âgées. Et tout le monde connaît qu'il était diabétique aussi. Il y a une personne qui m'a dit ne devait pas prendre AstraZeneca concernant sa situation de santé. Il avait 58 ans quand il est décédé. Pour ça, quand j'ai visité le pays, j'étais calme, je pouvais respirer parce que je connais bien que personne ne peut me menacer. Il n'y a plus de menaces. C'était la seule personne qui m'a menacée. Si on oublie le problème de régime qu'ils ont cherché, papa, mais il n'y avait pas de menace directe me concernant. Je pouvais déplacer, traverser la frontière facilement. Je n'avais pas d'activité claire contre le régime. C'est vrai que j'avais des opinions contre, j'ai refusé tous les crimes qu'il a effectués contre les citoyens, mais je ne pouvais pas déclarer ça ou participer aux manifestations contre le régime. Et je décide de retourner en France. Ma vie est là. Surtout avec la situation de mes parents. Ils essaient d'intégrer, ils ont fait plusieurs formations de française, mais jusqu'à maintenant, il y a des difficultés pour 2 personnes âgées avec la langue, parfois avec les démarches. Euh, une sœur qui habite à Lille, l'autre à Orléans. Chaque fille gère les enfants, la famille. Il travaille aussi. Une sœur rentre en Syrie. J'ai un frère qui est étudiant. Il fait un master comme ingénieur d'informatique. Il n'a pas le temps toujours, il est au travail ou à l'université. Je suis la seule personne qui est proche, qui est parfois libre, qui peut gérer tout.
Et j'aime bien faire ça. J'aime bien rester chez mes parents, juste à côté. Même quand j'ai déménagé à Tours actuellement, ils sont très proches de moi. Ils sont mes voisins, on peut dire, 3 minutes à pied. Et je ne peux pas dire que je suis une personne qui soutenir cette famille. C'est eux qui me soutiennent beaucoup de fois pour déplacer si j'ai besoin de quelque chose, s'il y a un problème de santé, s'il y a un rendez-vous à l'hôpital. Toujours papa et maman qui restent à côté de moi. Et pour mes parents, ils n'échangent pas avec beaucoup de voisins. Pour ça, on est ensemble là. Nous sommes une famille. En Syrie, en France, nous sommes ensemble finalement. J'ai beaucoup d'amis maintenant, surtout avec mon travail actuel et de plusieurs cultures. La chose positive de mon travail qui est ouverte, il accepte les personnes. C'est pas comme les services publics qui n'acceptent pas les femmes voilées ou ils cherchent juste les personnes françaises. Avec mon travail, ils cherchent des personnes de cultures différentes, surtout s'ils parlent plusieurs langues. Parce qu'avec mon domaine actuel, la plupart du travail avec des étrangers. Pour ça, pour les personnes qui sont de différentes cultures, c'est préférable. J'ai des amis de plusieurs nationalités, de plusieurs cultures, des amis français aussi. On fait des activités ensemble. Parfois le cinéma, on mange au resto. Parfois, j'aime bien visiter chez moi pour préparer des plats syriens. J'ai une amie française, mais d'origine libanaise. Elle aime bien découvrir les plats syriens. Son père était libanaise, mais elle est d'une mère française. C'est-à-dire, elle est née, elle est grandie en France. Elle ne connaît pas la langue arabe ou la culture libanaise. Pour ça, elle aime bien découvrir chez moi tous ces plats, la culture. J'explique comment l'habitude, les usages dans les pays arabes. Oui, on fait plusieurs activités ensemble, en général. J'ai une amie pianiste aussi. Elle a proposé que je participe au choral. J'ai essayé 2 fois, mais je n'aime pas beaucoup ça. J'ai une mauvaise voix, n'est pas convenable pour chanter. Mais parfois, parce qu'elle a réservé la salle dans le même quartier, j'aime bien aller pour, comment on dit, pour applaudir à l'équipe qui chante, pour passer le temps, pour découvrir les chansons. Après que j'ai reçu la nouvelle en 2018 que l'université de Damas décide d'annuler l'inscription au doctorat parce que je suis réfugiée en France, entre deux parenthèses. Elle n'a pas le droit d'obtenir un doctorat de la Syrie s'il est réfugié et il considère les personnes réfugiées contre le régime. Et c'était vraiment, on était contre le régime. Mais jusqu'à ce jour-là, j'ai envie de continuer mes études ici en France, d'obtenir le doctorat que je ne pouvais pas obtenir là-bas, parce que toujours mes rêves étaient de devenir un professeur à l'université. Ici en France, c'était compliqué parce que directement, je préfère intégrer au marché du travail, chercher un emploi, améliorer le niveau de la vie, être indépendante, ne pas demander de mes parents ou... Mais actuellement, après que j'ai une vie stable, je réfléchis sérieusement de continuer mes études. Toujours, je réfléchis au doctorat parce qu'elle n'a pas besoin de se présenter à l'université tous les jours. C'est juste pour préparer la thèse du doctorat. Et il y a plusieurs sujets dans ma tête. J'attends la motivation qui doit être très forte pour prendre cet état. Surtout avec mon âge actuel, ça fait 9 ans, je suis en France. Je suis pas arrivée hier. Pour ça, je trouve ça un petit peu difficile. 43 ans, de rentrer à l'université maintenant pour continuer mes études, c'est un petit peu compliqué. Mais ça va, j'apprends la langue anglaise actuellement, petit à petit. Mais après que le régime syrien est tombé le 8 décembre, je réfléchis beaucoup. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Qu'est-ce que je dois faire? S'il n'y a plus de régime dictateur en Syrie, est-ce que je dois prendre l'étape pour
rentrer à mon pays pour construire une nouvelle ville là-bas, une nouvelle vie là-bas. Mais je trouve ça très difficile. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de vie stable là-bas. Pour le temps actuel, c'est difficile. Et quand je réfléchis au papa et maman, c'est difficile de rentrer là-bas. Papa, il a bien réfléchi. Il y avait des problèmes concernant ça parce que maman n'a pas envie. La priorité pour maman, c'est de rester proche de ses filles qui habitent là et qui veut rester là. Chaque, euh, chaque fille, il a une famille ici, des enfants, le travail. Maman, il veut rester ici en France, surtout pour mon frère qui a envie de rester. Papa, toujours comme moi, la nostalgie, les souvenirs, toutes les choses comme ça, mais pour une personne 67 ans, sans travail, c'est difficile de commencer du début là-bas. Il est une personne âgée, avec une maladie chronique aussi. Ce n'est pas facile, même pour ses médicaments. J'ai parlé avec lui plusieurs fois concernant ça. Parce qu'ici en France, la France, vraiment, il a proposé la sécurité, le soin médical, une vie très, très calme, stable, respectueux. Pourquoi il doit rentrer pour réessayer de commencer là-bas? Et finalement, le mois dernier, on a reçu un vidéo de notre logement. La situation était vraiment catastrophique. C'est-à-dire, les miliciens, je pense, de Bachar sont entrés, ils ont volé tout. Même les fils d'électricité des murs, les prises, les robinets, les meubles, les fenêtres, les portes. Il reste plusieurs choses, mais ils ont cassé tout ce qu'il reste au sol. Mais généralement, ils ont volé tout. Le logement n'est pas bombardé, mais il n'y a plus. Il n'est pas convenable pour vivre. Moi, je ne pouvais pas imaginer dans un jour que notre logement serait comme ça. Vraiment, j'ai pleuré quand j'ai vu le vidéo. Ma bibliothèque, j'avais une grande bibliothèque. Il y avait du papier au sol, mais je pense qu'ils ont volé tout ce qu'il était là-bas. Ils n'ont pas volé juste les meubles ou les affaires. Ils ont volé les souvenirs. Aussi, dans ce quartier, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau potable. Pour une personne âgée, 67 ans, c'est difficile à vivre là-bas, toute seule. Je lui dis, papa, imaginez dans 20 ans, 30 ans, comment ça se passe si tu es avec maman toute seule là-bas. Parce qu'on décide de rester là, mais pour rentrer là-bas, qu'est-ce que vous cherchez? Toujours l'idée de si dans un jour on meurt, on veut rester dans le pays d'origine. Moi, la même idée. Mais maman n'aime pas que je dise ça. Chaque fois que je dis, maman, si dans un jour je meurs, merci de m'envoyer en Syrie, elle me dit, arrête de dire ça. Je n'aime pas écouter des choses comme ça. Mais réellement, chaque personne a envie de retourner finalement dans son pays d'origine. Pour les parents, ils n'aiment pas écouter des enfants, des choses comme ça. Mais c'est possible, il n'y a pas d'âge pour des choses comme ça. Et moi, je n'ai pas un problème avec cette idée. Si dans un jour m'arrive, c'est la vie. Je n'ai pas peur de cette idée. Malgré tout, les douleurs, les difficultés, on doit attacher bien la vie. Et parce qu'on est là dans la vie pour effectuer un rôle très important. Chaque personne peut chercher son rôle, mais finalement, c'est pas nous qui décidons quand est-ce qu'on doit partir. Au début, mon rôle n'était pas clair. J'ai pensé que le rôle, c'est effectuer les études, essayer de faire quelque chose, d'être une personne bonne pour la société, euh, avoir des cultures, des bonnes éducations. Mais après que je suis sortie de la Syrie, j'ai vu que là, non, il y a des choses plus importantes. On doit aider les autres. On doit avoir des notions très importantes. On doit être très efficace dans les vies des autres.
Parfois, si on dit un mot, on peut aider quelqu'un. C'est pas nécessaire de proposer une aide financière ou toujours pour aider les autres. Parfois, on peut soutenir les autres, on peut changer quelque chose dans la vie des autres. Il y a beaucoup de monde qui souffre des choses très mauvaises. On peut faire quelque chose pour changer la vie des autres. Je ne sais pas comment, mais on doit être des personnes efficaces dans la vie des autres. Toujours, je dis ça. Je dis à un moment, si on recule 30 ans, je n'ai aucun souci de répéter ma vie. Ma vie était un petit peu difficile aux plusieurs périodes, mais je n'ai aucun souci de répéter du début. De vivre les mêmes situations pour étudier, aller à l'école, grandir, aller à l'université, travailler, vivre la guerre. Peut-être j'ai changé plusieurs choix dans ma vie, mais finalement, je pense que les mêmes résultats. On ne peut pas changer le résultat. Ce n'est pas possible de rester attaché avec le passé. On doit traverser tout ça et regarder devant nous. Merci d'avoir écouté Un long chemin. Pour me soutenir et ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner. Merci au Centre social Maryse Bastier pour le prêt de leurs locaux et surtout, un grand merci à Naya.